Merci de la confiance maintes fois renouvelée à votre matinale et du choix de vous réveiller en notre compagnie. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes donc au 4e numéro de cette semaine entamée. Il y a de cela 3 numéros. Aujourd'hui, donc 4e numéro, 14 mars 2019. On parle santé en thématique. Vous le savez, c'est jeudi. Et aujourd'hui, on s'attardera encore pour ce mois dédié principalement à la femme, à un sujet qui intéresse au plus haut point toutes les femmes, à savoir les complications obstétricales des accouchements en Afrique subsaharienne. Ce sera dans quelques instants. Ce sujet sera décortiqué avec un expert, bien sûr, en compagnie de Marcelin Govoy. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous, mesdames et messieurs. 73e jour de l'année, oui, il reste encore 292 jours avant de finir l'année 2019. Et oui, c'est fou ce que ça passe vite. Très vite, bientôt le tiers donc, de cette année 2019 atteint avec un cap qu'on va passer. Merci d'être avec nous, un sujet très important dans le domaine de la santé. Vous savez que ce mois de mars est entièrement consacré à tout ce qui rythme la vie de nos braves femmes, épouses, sœurs, cousines, toute la gente féminine passée au crible avec des thèmes très ciblé. Aujourd'hui, le docteur Djibril Madi fait son retour cette année. Vous avez apprécié l'année passée donc dans le conducteur de Matin Bonheur. Et puis, la santé se décline aussi sous une autre forme. Stratégie de lutte contre la dengue en Côte d'Ivoire avec le professeur Beunier Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique. On parlera aussi de cette maladie qui est en embuscade et qui peut faire mal. Mais nous, notre objectif ce matin, c'est de vous faire du bien, n'est-ce pas, Alix? Exactement. Avec une autre stratégie, vous maintenir dans un cadre de vie sain. Donc, nos chers partenaires et parrains de l'ANAGED seront là avec Monsieur Dosso, qu'on a eu plaisir à recevoir mardi. Il reviendra, bien sûr, pour nous parler de ce déploiement de nouveaux dispositifs. 5h57, mesdames et messieurs, ça commence déjà avec Matin Bonheur, développement durable. N'oublions pas notre Cédric Lombardo national qui viendra avec sa passion, sa fougue, sa vista, nous parler bien sûr développement durable. Vous l'aurez remarqué, santé, environnement, développement durable, c'est un peu la quintessence de ce antépénultième numéro du jour ouvré de la semaine. Aujourd'hui, c'est bien sûr le 14 mars et nous fêtons les... Nous fêtons aujourd'hui les Mathildes. Donc, toutes les Mathildes sont célébrées. Et à côté de ces noms-là, on a des noms bien de chez nous qui viennent des pays comme le Togo, à quelques pas d'ici, frontière du Togo. Donc, tous les natifs d'un jeudi sont appelés pour les garçons Ayaovi. Voilà. Ayaovi. Donc, et au Mali, coucou au Ayaovi. ça c'est au Togo. Et puis on reste toujours en Afrique, dans la sous-région ouest-africaine, avec au Mali les filles, un joli prénom de filles, Niélé. C'est lorsque c'est la première fille de sa maman, c'est ce qu'on dit, Niélé. Et le garçon c'est Nchi, donc le premier fils de sa maman également. Et puis en Côte d'Ivoire également, il y a des prénoms, le garçon c'est Yao et fille c'est Aya. Mais il dit ça tellement bien, il ne nous dit pas dans quelle ethnie. Ça, c'est tout Gaoussou, mais on l'aime comme ça aussi. En tout cas, c'est des prénoms africains comme ça qui nous permettent donc de rompre un peu avec. Voilà, il faut faire la promotion de notre culture de façon intrinsèque. Vous, votre prénom africain, c'est? Je ne sais pas. Elle s'appelle Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Non, c'est pas Je ne sais pas. Alice Kokola. Du côté de mon papa, je ne sais pas. Mais du côté de ma maman, ma grand-mère, elle m'a baptisée Aïcha. Voilà. Okay. Chatou. Ok. Lui s'appelle Régis Kofi. On va lui demander donc son prénom africain. C'est quoi le prénom? Le prénom caché là, c'est quoi? Kofi. C'est Kwasi. Kwasi. C'est Kofi Kwasi. Oui. Kofi Kwasi Régis. Kofi Kwasi. C'est vrai. C'est la chaise musicale. C'est vrai parce que c'est pas la même personne. Hein. Marcelin Govoy et Marcelin, c'est pas la même chose. Et que c'est pas tout parce que vous avez d'autres noms. Oui. Qui est? D'un côté, mon côté Annie, c'est Cassie. Cassie. Et puis le côté d'où vous savez, ça signifie demain sera bon. Ça signifie, moi, on n'a pas. Ça signifie demain sera bon. Juste la signification. Non, les gens viennent de se réveiller. Faut pas Merci, GSM. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous. Et puis Régis Kofi Kwasi pour le flash, c'est parti. Madame, monsieur, voici le premier point de l'actualité. Bonjour à vous, bonjour à Alix et Marco. Bienvenue dans cette édition. Les CHU, centres hospitaliers universitaires, vont devenir des EPH, établissements publics hospitaliers. C'est une décision qui émane du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau.
L'adoption de ce projet de loi portant réforme hospitalière permettra d'améliorer la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux en vue d'assurer une meilleure prise en charge des malades. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté explique le programme social du gouvernement ivoirien. C'est lors des rendez-vous de fraternité matin. On fait le point avec Ahmed Traoré, Herman Guivi. 2 heures avec la presse pour passer au peigne fin les actions menées dans le sens de soutenir les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011. C'est l'exercice auquel s'est prêté Kone Mariatou, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Sujet également abordé, les filets sociaux productifs, ce projet du gouvernement pour lutter contre l'extrême pauvreté. Avec le concours, heureusement, de la Banque mondiale, qui est le partenaire principal sur ce projet, nous avons pu obtenir d'abord 25 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020, à partir de l'identification des pro-pauvres, c'est-à-dire les pauvres des pauvres. Nous allouons 12 000 francs CFA par mois à des ménages pour leur permettre de retrouver leur dignité, d'avoir le minimum vital pour vivre. Le bilan sur les dossiers en cours de traitement au sein de son ministère a également été présenté. Que nous prenions en compte d'abord, prioritairement, comme cela se fait au niveau international, dans le droit international, les personnes victimes d'atteinte à l'intégrité physique. C'est ce qui explique que nous privilégions, pour l'instant, les personnes décédées, et puis que nous prenions en charge intégralement les personnes qui ont été blessées physiquement ou mentalement suite à l'une quelconque de ces crises si des séquelles perdurent. Et pour cela, il a mis en place un fonds qui est le fonds d'indemnisation des victimes avec une dotation initiale de 10 milliards. Au terme de son exposé, la ministre Mariatou Kone a exhorté les journalistes à travailler dans le sens de la cohésion sociale. Le premier numéro du quotidien Fraternité Matin lui a été remis symboliquement par le directeur général de ce journal. 500 panneaux illicites dans les 13 communes du district d'Abidjan seront détruits. L'opération entamée par le Conseil supérieur de la publicité se poursuit. Issaïo nous en parle. Le ministère de la Communication et des Médias, via le Conseil supérieur de la publicité, CSP, veut assainir le secteur de la communication publicitaire en Côte d'Ivoire. Une opération de démantèlement des panneaux illicites est lancée dans le district d'Abidjan. Première escale, la commune de Port-Boué, dans le sens Anani, place Akwaba. Nous avons d'abord eu une opération de stickage des panneaux. Cette opération visait essentiellement à recenser tous les dispositifs qui avaient été implantés en violation des dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Ensuite, la seconde étape, c'est de venir sur le terrain et démanteler tous les panneaux qui n'ont pas de propriété. Et qui n'ont pas de propriétaire, on les démantèle de façon systématique. Cette étape a été décidée de façon consensuelle avec toutes les différentes associations du secteur. Après Port-Boué, les communes de Koumassi et de Marcory sont visitées. Objectif, démanteler tous les panneaux publicitaires n'ayant pas de sticker. N'importe qui se lève et puis place un panneau publicitaire. Il n'est pas régi, il n'a aucune société et il profite de ces panneaux-là. Il fait une activité commerciale et publicitaire là-dessus. C'est interdit parce que c'est réservé exclusivement aux régies en affichage agréées par le Conseil supérieur de la publicité. 500 panneaux illicites sont concernés par cette opération qui va durer 2 semaines dans les 13 communes du district d'Abidjan. Depuis le début de l'opération, plus de 80 panneaux sont démantelés. Un mot d'agriculture dans la filière cacao. Les dirigeants de Cocoa Board du Ghana et du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire ont signé un protocole pour fédérer leurs forces et se mettre aux normes internationales. Rappelons que ces deux pays, il s'agit de la Côte d'Ivoire et le Ghana, contrôlent 60% de l'offre mondiale. Noël Nyagno. La coopération Côte d'Ivoire-Ghana dans le secteur du cacao gagne en intensité avec 7 autres actes stratégiques. La signature de cette déclaration, toujours à Abidjan, après celle du 26 mars 2018. Celle-là
a trait à la mise en œuvre de la norme ISO 34101 sur le cacao durable et traçable. Les signataires, le directeur général du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, Yves Brahima Koné, et Joseph Bohin Aïdo, directeur exécutif du Ghana Cocoa Board. Les deux poids lourds de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché, prennent ainsi une option sur l'avènement d'une norme qui prend en compte surtout l'amélioration des conditions sociales et des moyens de subsistance des producteurs. Toutes choses qui permettront d'assurer une production durable du cacao. Cela pour éviter d'éventuelles pénuries préjudiciables à l'industrie du chocolat parce que la demande en cacao et en chocolat croît d'année en année. La norme objet de cette rencontre a 4 composantes. La partie 1, portant sur les exigences relatives au système de gestion de la durabilité. La partie 2, portant sur les exigences de performance relatives aux aspects économiques, sociaux et environnementaux. La partie 3, portant sur les exigences relatives à la traçabilité. La partie 4, portant sur les exigences relatives au système de certification. Si les 3 premières sont considérées comme acquises, la 4e composante attend d'être validée par les parties. Voilà tout le sens de la déclaration d'Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé à travers le Conseil du Café Cacao et le Ghana Cocoa Board de s'approprier la norme internationale ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable afin d'y apporter les améliorations nécessaires qui tiennent compte des intérêts de l'ensemble des acteurs. Comme on le voit, les deux poids lourds veulent désormais compter dans les prises de décision, surtout quand il s'agit des questions de production et des conditions de vie des cultivateurs. Voilà qui marque la fin de ce point d'information. Je vous retrouve à 6h30 pour un bref regard sur l'actualité africaine. Merci Kwasi Kofi. Merci à vous, So. Merci, monsieur Kassi. Oui, monsieur Kassi, son oignon, Marcel. On va tout donner l'état civil ici. Christelle Akoussa est là-haut. Elle réalise cette émission avec toute la bande joyeuse. On aimerait souhaiter un joyeux anniversaire parce que vous savez que nous sommes au service des téléspectateurs qui nous regardent. Elle s'appelle Kwamelou Léopoldine. C'est une belle femme de l'ethnie Gouro qui nous regarde de Sikensi. Vraiment, on la salue. On lui souhaite un joyeux anniversaire en lettres majuscules. Et puis un gros bisou de la part de toute l'équipe de Matin Bonheur. Et on espère que de là où elle nous suit, Sikensi précisément, tout le monde va maintenant s'apprêter pour suivre l'exercice du coach Cyril Nyamke. On parlera aujourd'hui d'abdos et de fessiers. Ça tombe bien, c'est pour les femmes précisément. Ah bon? Seulement? Oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Alors aujourd'hui, cette séance, c'est une séance mixte. Mais c'est une séance qui va plus pencher vers les femmes. Parce qu'on va travailler les abdos et les fessiers. Les hommes aussi ont besoin de renforcer les fessiers, croyez-moi. Allez, on va travailler ces muscles-là avec 3 exercices par muscle. Donc, on va les alterner. Donc, on va faire abdos, fessiers, abdos, fessiers, abdos, fessiers. Ça va faire nos 6 exercices. On va commencer au sol. On va se coucher sur le dos. Le premier exercice pour les abdos, on va tendre les jambes vers le haut. Arrondir le haut du corps. Descendre légèrement les jambes. Donc gardez le bas du dos plaqué au sol, descendre le haut du corps, descendre les jambes un tout petit peu jusqu'à sentir la tension dans le ventre et maintenir la position. Pour 30 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essayez de garder les jambes bien tendues. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si vous sentez que le dos campe, vous pouvez ramener les jambes. 17, 18, 19. Encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Exercice pour les fessiers. On va poser les mains au sol, monter le bassin au maximum et fléchir à une jambe et alterner. On va aller pour 20 répétitions. Allez, deuxième exercice, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on garde toujours le bassin très haut, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Troisième exercice, les abdos. Jambes tendues vers le haut une nouvelle fois. Dos, bas du dos plaqué au sol, les bras en arrière. Celui-là, c'est mon favori. On va essayer de toucher la pointe du pied et redescendre. Allez, 1. Si vous n'arrivez pas à toucher la pointe, vous pouvez fléchir les jambes. 2, 3, 4 pour 20 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, encore 5 répétitions, 16, 17, 18, 19, parfait. Encore les fessiers. On va se coucher sur le côté, poser le coude au sol, fléchir une jambe, monter le bassin. Je rappelle que c'est le 4e exercice. Levez une jambe et bloquez. Remettez en position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on va à 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de côté. Je le mets toujours face à vous. Allez, 20 secondes de l'autre côté. Allez, go. On tend la jambe et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec courage, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. 5e exercice des abdos. On va se coucher sur le dos. Tendre la jambe vers le haut. Mon bras gauche au niveau de ma jambe droite, de mon tibia droit. Je descends l'autre jambe que je n'utilise pas. Le bras que je n'utilise pas, le bras gauche est derrière et j'alterne. Donc je vais attraper à chaque fois ma jambe et alterner. 1, 2, 3, 4, 20 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Dernier exercice pour les fessiers. Un exercice très simple. On va se lever. Je me mets juste devant vous pour que vous me voyez mieux. Je suis debout. Je vais faire comme si je veux ramasser quelque chose au sol. Mais je vais tenir sur une seule jambe. Donc, je vais fléchir légèrement ma jambe d'appui. Serrer les fesses et me redresser. Vous étirez toute la partie arrière et vous travaillez le fessier. Allez, 1, on serre les fesses, on se redresse. 2, pensez juste à quelque chose que vous voulez ramasser au sol. 3, 20 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8. Cet exercice demande de la concentration. 9, parce que vous devez rester en équilibre sur une seule jambe. 10, on garde le haut du corps bien droit, on change le dos droit. 12, bassin bien en arrière à chaque descente. 13, 14, 15, à 20, 16, 17, 18, 19, la dernière répétition et 20, parfait. Séance terminée. Je pense que vous avez bien senti vos abdos et vos fessiers. Séance à répéter, des exercices à refaire chez vous. Tant que vous avez le temps, tant que vous vous sentez prêt à repartir, même si vous ne vous sentez pas prêt pour votre propre bien, il faut les refaire. C'est très important. Je passe un coucou à Marco et à Alix et je passe l'antenne. Passez une très très belle journée et prenez soin de vous. Au revoir. Merci, abdos fessiers. C'est intéressant ça comme programme. Abdos fessiers, j'aime bien ce mot-là. Abdos fessiers, c'est bon et puis on se sent bien. Ça. N'est-ce pas, Alix? Exactement. Les vôtres, en tout cas, ils sont très visibles. Très bien. Ça va. Ça se passe bien. Vos abdos dans les normes. Et bon, puis, pas, voilà, vous pouvez le constater. Donc j'atteste. Non, c'est moi qui atteste. Vous pouvez le constater. Les abdos, les plus belles plaquettes, pardon, rondelles de chocolat. Voilà.
Voilà. C'est ça. Très, très bien. L'essentiel, c'est de faire du sport. Merci à vous, mesdames et messieurs, de faire du sport à la maison aussi. Hein, c'est très, très important. Et puis, il faut convier les enfants parce que les matins comme ça, vous êtes de plus en plus nombreux à faire du sport à la maison. Il faut convier les enfants, il faut les réveiller, s'échauffer un peu avant d'aller à l'école. C'est pas mauvais, c'est très bien. Et puis, n'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour. Par jour. Hein. Et puis, manger, bouger. Manger, bouger. Pas rester statique. Pas rester statique comme nos amis de l'ANAGED qui bougent partout à Abidjan. Et nous recevons leurs dignes représentants sur ce plateau. Monsieur Dosso, bonjour Monsieur Dosso. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour à vous. Très bien. On veut tellement bien parler avec vous qu'on se passe même de jingle. Là, comme ça, on va durer encore. Parce qu'on veut que vous soyez là pour la saison prochaine avec nous. C'est promis pour la saison prochaine? Non, c'est promis. Ah, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, on a eu un client encore pour l'année prochaine. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui concrètement? Nous allons parler de la situation d'insalubrité qui prévaut dans les marchés. Ah oui, c'est vrai. Hein. Les marchés, c'est des endroits qui produisent beaucoup de déchets. Et là-bas aussi, le dispositif doit être vraiment minutieux pour maintenir ce cadre-là propre. Alors, quel est le constat que vous faites sur le terrain des marchés? Le constat que nous faisons est un constat, j'allais dire, assez grave. Même si nous constatons qu'avec les actions que nous avons eu à mener très souvent, ont donné des fruits dans plusieurs marchés. Je voudrais citer en l'occurrence un seul exemple, le marché de Makori. Qui est un marché propre. Qui est un marché qui se démarque. Qui est un peu plus glamour que les autres. Voilà. Et il y en a d'autres à Abidjan. Mais je ne voudrais pas... Et le marché le plus sale, on va tout dire aujourd'hui. On va tout dire aujourd'hui. Alors, elle est le marché le plus sale. Parce que là, comme ça, les gens vont se bouger un peu, oui. Non, mais vous savez qu'à Abidjan, il y a un marché qui constitue en lui-même un problème réel. Un marché qui n'est pas loin de nous, qui est le marché d'Ayamé, où l'occupation du domaine public même est un déchet visuel. Déjà. C'est bien dit ça. Et vous imaginez, quand il y a ce désordre-là, nous assistons à beaucoup de situations graves. Mais pourquoi on n'arrive pas à régler le problème d'Adjamé? Vous parlez comme certains, c'est dur à quoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait ça? Ok, le problème d'Adjamé est dû, dans un premier temps, à l'incivisme de des usagers de la route, des commerçants, etc. Mais il faut dire qu'il appartient... J'allais en arriver. Vous savez que nous avons mené plusieurs actions avec Madame le ministre Ouloto sur le terrain. Nous avons plusieurs fois dégagé, n'est-ce pas, les populations, sinon les commerçants qui s'installent ici et là sur le trottoir. Mais malheureusement, il y a toujours une reconstitution. Donc, présentement, ces temps-ci, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, n'est-ce pas, avec les maires. Et tout le monde est d'avis qu'il faut que cette situation-là change. Et qu'est-ce qui est fait pour que ça change? Beaucoup d'actions sont menées pour que ça change. À notre niveau, c'est déjà la sensibilisation que nous menons au sein des marchés et ça donne des résultats. L'on dit souvent, c'est ce qu'on entend, hein, et nous, par respect pour les téléspectateurs, on se doit de ramener ça ici pour que vraiment ce soit un langage de vérité. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives, les femmes sont parties, elles sont revenues en portant des t-shirts en manifestant. Ce sont des femmes qui sont très actives pendant les campagnes. C'est ce que les gens disent, hein, pendant les campagnes électorales. Donc, on ne veut pas les froisser. Un électorat, donc, on les laisse là. Et puis, des fois, quand elles manifestent, elles font... Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse régler le problème. Parce que souvent, quand on va au marché, ce n'est pas pour se salir. On peut aller à Nogui-Abougua pour visiter. Mais pourquoi on va forcément pour se battre? Non. Je vais aller plus loin. Vous savez que les marchés sont tellement importants que les visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire veulent retourner chez eux avec un petit souvenir. C'est dans les marchés qu'ils viennent. Mais je vais vous donner quelques exemples quand même de maires ayant posé des actes, des actes qui ont plu aux populations et qui vraiment s'inscrivent dans notre canevas. Il y a par exemple la commune donc, de Makori, dont le maire, comment on appelle, Abiraoul, qui était pendant des années à votre place ici, sur Matin Bonheur. C'était notre consultant en qualité. Ah voilà, vous l'avez constaté, il met vraiment ses connaissances au profit de ces populations et il se bat
pour la salubrité. Et vous avez le maire de Koumassi, qui, à peine arrivé, est en train de faire un travail remarquable. Qui est aujourd'hui ministre. Voilà, aujourd'hui ministre. Donc, il y a je ne suis pas là pour juger le maire, mais je veux dire, il y a des mairies qui se distinguent de par leurs activités. Donc pour Adjamé, concrètement, M. Dosso, qu'est-ce que vous préconisez pour Adjamé? Donc, votre pied-collé ou une stratégie particulière? Non, pour Adjamé, c'est vraiment une activité dense qu'il faut mener. Mais à Adjamé, il faut une cohésion parfaite entre la mairie et les structures comme l'ANAGED et notre ministère de tutelle. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise, c'est vrai, les taxes, c'est bon. Voilà, vous touchez du doigt. Les taxes, c'est bon. Touchez du doigt. Voilà, vous nous faites plaisir ce matin. La santé est meilleure. Vous voyez? La protection des gens par rapport à la route, la limite par rapport au positionnement des femmes, l'environnement, c'est mieux que les taxes, c'est mieux que les combien de millions qu'on a par jour. C'est mieux. C'est mieux. Et vous savez que la situation d'insalubrité concourt à la pauvreté. Effectivement. Absolument. Parce que déjà, certaines populations, par moments, se plaignent de certaines situations d'appauvrissement, de la cherté de la vie. Mais quand les Ivoiriens doivent toujours partir à l'hôpital, mais ça a un coût. Donc, il vaut mieux préserver sa santé. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est dommage que je le dise, certains marchés sont vraiment le théâtre d'un festival d'immondices qui côtoie harmonieusement, malheureusement, n'est-ce pas, eux, les étals, les produits vivriers, etc., etc. Et c'est vraiment dommage. Et c'est le lieu aussi où les insectes, les moustiques et les rats viennent faire des spectacles gratuits. Donc c'est dommage, il faudrait... Et ça a des conséquences. Et ces conséquences, c'est notamment des maladies. Oui. La fièvre typhoïde, les maladies diarrhéiques, avec les moustiques, oui. La dengue. Oui. Vous savez, la dengue, c'est une maladie vraiment que le gouvernement attaque. Quand ça apparaît, le gouvernement met un dispositif en place pour que vraiment ça n'aille pas loin. Et ça coûte très cher. Et voilà une maladie, au dire des spécialistes, qui n'a pas encore les médicaments qu'il faut. Et vous avez la fièvre jusqu'à 40 degrés, vous souffrez des fièvres pendant que vous pensez que vous avez le palu. À un moment donné, c'est l'écoulement de sang dans les narines, dans tout ce qui est orifice du corps. Donc, nous disions tout à l'heure qu'il faut absolument que tout le monde s'implique, les populations s'impliquent. Mais fort heureusement, dans certains marchés, dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays, il y a des commerçants volontaires. Tout à l'heure, je saluais au passage les femmes de la commune du marché de Makori. Voilà un marché où l'association des commerçants et des artisans ont décidé de passer à une autre phase. Mais c'est un marché que nous encadrons avec nos équipes de sensibilisation et nous faisons ce tour-là partout, et même les gares routières, etc. Donc nous faisons notre part. Il faudrait que dans les marchés, vraiment que les gens prennent leurs responsabilités et que les mairies prennent les responsabilités. Et sachez que nous tenons à la propriété des marchés parce que la propriété des marchés, c'est la vie. On a l'impression que ça n'arrange pas certains que le Nangui à Bourgois, le marché d'Adjamé soit bien, soit propre. Parce que franchement, pour garer, pour se déplacer, pour respirer, pour manger. C'est-à-dire un marché, vous allez dans tous les pays du monde, un marché, que ce soit à Casablanca, Bangkok, un marché, c'est un endroit touristique, quoi. Il est aéré, il y a des, franchement, il y a des gares, il y a des voies qu'on peut emprunter. Aussi, il y a le problème de sécurité quand même. Il y a le problème, j'irai même plus loin. Même les coffres que l'ANAGED et ses opérateurs installent aux alentours des marchés, quelquefois, vous allez voir que des commerçants et des commerçantes viennent complètement envahir ces coffres
au risque de leur sécurité. Donc c'est un combat perpétuel que l'ANAGED mène chaque jour avec sa brigade pour pouvoir dégager ces commerçants qui font preuve de beaucoup d'incivisme au risque de leur vie. Wow. C'est pas évident aussi pour vos services de travailler dans la sérénité, dans l'inquiétude. J'imagine les colibés, les disputes parfois. Ah oui, il faut vraiment être équipé de tout pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Effectivement, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Mais croyez-nous, nous sommes habitués aux colibés. Ça nous coule sur la peau. Ah oui. Oui, parce que la santé de nos populations nous intéresse au plus haut niveau. Et pourtant, on vend de très bonnes choses. On ne dit pas ça pour invectiver, mais vraiment, il faut montrer la situation telle qu'elle. À Adjamé, on trouve de tout. Mais il faut mieux organiser, voilà, mieux constituer. La sécurité, puis la sérénité, autant des commerçants que des clients, quoi. Ouais. Très important. Autre chose à ajouter, M. Dosso? Oh, je voudrais lancer un appel. Allez-y. Lancer un appel à nos partenaires. Pour terminer, oui. Qui sont les mairies. Leur demander de s'impliquer davantage quant à la propriété des marchés. Nous sommes allés jusqu'à laver des marchés, à faire laver des marchés, dans certaines opérations que nous avons eu à mener. Il faut dire en passant que la gestion au niveau de la propriété des marchés appartient préalablement au maire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dosso. On espère que ce message-là ne passera pas inaperçu. Il s'agit d'une situation ou même d'un sujet d'intérêt général et public. Tout le monde devrait s'en approprier. Merci, Monsieur Dosso. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. À bientôt. À bientôt. Ah oui, à bientôt. Et nous, on vous maintient dans ce cadre propre, bien salubre, avec toutes ces personnes-là qui constituent cette émission-là. On part pour les données météorologiques. Et puis Régis Kofi aussi sera là pour le deuxième flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, on observera de la brume sèche au nord du pays. Dans la bande centrale, le ciel sera partiellement nuageux et ensoleillé et les régions du littoral et du sud forestier seront dominées par un ciel partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Pour les températures, 26 degrés sera la maximale à Abidjan et à Adjaké, 25 degrés à Bondoukou, à Boaké et à Deloua, 26 degrés à Dimbokro et à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Au nord, on observera une domination des vents secs, chauds et poussiéreux d'Harmattan. Dans la bande centrale, on aura quelques intrusions d'air sec au cours de la période. Et au sud du pays, on aura en fin de période quelques bourgeonnements nuageux qui occasionneront de brèves pluies localisées, notamment dans le sud forestier. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Adjaké, 35 degrés à Bondoukou et à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. On démarre tout de suite au Nigeria. Plus de 40 personnes ont été sorties vivantes après l'effondrement hier d'un immeuble de 4 étages à Lagos, selon le directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos, alors que de nombreuses personnes, dont des enfants, sont pris au piège dans les décombres.
Emmanuel Macron rencontre son homologue kenyan Uhuru Kenyatta à Nairobi dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Est. Alors que dans toute la région, la Chine multiplie les investissements à grande échelle. Le président français souhaite proposer une approche différente dans une région où la France a des atouts mais qu'elle a largement délaissés. C'est la première fois qu'un président français foule le sol kenyan pour une visite d'État depuis son indépendance il y a 56 ans. Avant le Kenya, le président français était en Éthiopie. Emmanuel Macron s'est rendu au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, où il a été accueilli par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. 1 millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté hier dans le centre-ville d'Alger contre le prolongement inédit du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour un meilleur avenir, disent-ils. Les enseignants ont commencé à manifester dans le centre de la capitale algérienne dans la matinée avant d'être progressivement rejoints par de nombreux élèves. Rendons-nous à présent au Cameroun, précisément à Bafoussam, dans l'ouest du pays, où le jeune mécanicien Cédric Simen a fabriqué un véhicule tout-terrain à partir de pièces récupérées. Cette voiture atypique made in Cameroun suscite bien des réactions dans les rues de la ville. Reportage. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 € dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile Made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre. Un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde sont liées aux pollutions et aux atteintes à l'environnement causées par l'homme, a mis en garde l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, hier dans un rapport sur l'état de la planète. Les émissions responsables de la pollution de l'air, les produits chimiques contaminants, l'eau potable et la destruction accélérée des écosystèmes nécessaires à la survie de milliards de personnes causent une sorte d'épidémie mondiale qui entrave aussi l'économie, selon le texte. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour le dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci beaucoup à vous, Régis Kwasi Kofi. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Derrière la caméra que je regarde pour vous servir, mesdames et messieurs, il y a un monsieur qu'on appelle Cédric Lombardo qui est prêt, qui sera là par les développements durables. Mais juste avant lui, alerte à la dengue. Mesdames et messieurs, ça fait un peu peur, mais j'imagine que le docteur Chérif Djibril va nous rassurer. En ce moment, nous avons 7 cas de dengue en Côte d'Ivoire, dont 3 graves. Quelle est la stratégie de lutte contre cette maladie? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec M. Dosso, il y a un dispositif particulier pris par l'État de Côte d'Ivoire. Docteur Chérif Djibril, bonjour. Rassurez-nous, s'il vous plaît. Rassurez-nous. Je suis là pour cela. Voilà, allez-y, commencez maintenant, s'il vous plaît. Depuis le début de cette année, 2019, nous avons des cas de dengue au niveau de la Côte d'Ivoire.
Mais en fait, la dengue, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est due à un virus. Et ce virus-là est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel type de moustique. C'est un moustique qui est dit, qui est zébré, qui est un moustique blanc, noir, qui est dit moustique, qui est appelé également moustique tigre. Moustique tigre? Oui, puisqu'il est tigré. En fait, il est blanc, noir, blanc, je rappelle, il est zébré. Voilà. Et c'est un moustique, contrairement au moustique du paludisme, qui lui pique la journée. Et il a une activité qui est maximale entre 16h et 18h. Et ce moustique-là, c'est toute activité la nuit tombée. Voilà, lui, c'est sa caractéristique. Et oui. Ok. Donc, c'est ce moustique-là qui est à la base de la dengue. Ouais. Et après la piqûre, comment se manifeste la maladie qu'elle nous transmet? Merci, madame. En fait, les signes de la dengue ne sont pas très francs. Voilà. Et certaines fois même, cette maladie peut passer inaperçue. Mais la personne fait des signes comme si c'était un paludisme, caractérisé par une fièvre qui évolue entre 37,5 degrés et 38 degrés, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements persistants et des douleurs au niveau des articulations, des douleurs musculaires. Et certaines fois, le malade peut saigner. Et comme j'ai suivi M. Dosso tout à l'heure, et souvent, le malade saigne de partout, ce qui conduit généralement à la mort. Alors, que faire dès l'apparition de ces signes-là, docteur? Donc, comme je vous l'ai dit, dès que ces signes-là surviennent, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital. C'est le lieu d'attirer l'attention des populations. Il faut éviter l'automédication. Parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des personnes qui sont bien formées, qui sont dans ces hôpitaux-là, pour reconnaître les signes des différentes maladies. Il ne s'agit pas seulement de la dengue, mais de toutes les maladies et pouvoir apporter des solutions. Docteur, les populations les plus concernées ou exposées, vulnérables, ce serait qui? Bon, pour ce qui concerne la dengue, tout le monde peut faire la dengue. Peu importe la classe sociale, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Tout le monde peut faire la dengue. Il y a des facteurs favorisant vers une population ou une autre. On parlait avec M. Dosso de l'insalubrité. Oui. Mais pour ce moustique-là, je vais un peu vous surprendre. C'est un moustique qui aime l'eau claire. Là où l'eau est... C'est un moustique en mutation? Non, il fonctionne comme ça. À la différence de l'anophèle, c'est un moustique qui aime l'eau claire. Et il vit, comme je l'ai dit tantôt, dans l'environnement de l'homme. Au champ, au village, en ville. Dans nos cours et aux alentours des cours. Il faut sourire un peu pour ne pas que les gens aient peur. Quoi. Oui, Alix a eu peur quand vous avez dit l'eau claire, parce que sont les femmes claires. Donc, elle a eu peur. Alors, il vit dans les bananiers. Et souvent, il y a des personnes qui ont de véritables champs de bananiers chez eux. Souvent même à Cocody, tout près ici, on en voit. Il y a également les plantes engainantes. Il y a des plantes que les gens utilisent pour faire des clôtures. En fait, les plantes voilà. Et il y a les retenues d'eau claire, comme je l'ai dit, non couvertes, les boîtes de conserve, les noix de coco ouvertes, les creux de pneus qui sont exposés quand il pleut. Il y a des retenues d'eau au niveau de ces pneus-là, les pots de fleurs, les vieux canaris qui ont servi au traitement. À quoi? Au traitement. Parce que les gens utilisent des canaris pour faire des traitements traditionnels. Enfin, ils n'utilisent pas des canaris, pas seulement pour ça. Les canaris servent des fois. Nous qui venons très tôt le matin, on sait de quoi on parle. Alors, et également, il y a les carcasses de véhicules. D'accord. Alors, y a-t-il un traitement, docteur? Bon, pour la dengue, je ne dirais pas qu'il y a un traitement, mais la dengue se traite. Ça veut dire quoi? Il y a un traitement, ça se traite. Il n'y a pas un traitement, mais ça se traite. Il n'y a pas un traitement, mais ça se traite. La dengue se traite. Ça se soigne. Voilà. Il n'y a pas un traitement, mais ça se soigne. Voilà. Ici, contrairement au paludisme, où vous allez à la pharmacie, vous avez des molécules pour tuer le microbe. Ici, ce sont les signes de la maladie
que nous traitons. Lorsque vous avez mal à la tête, nous traitons la fièvre, les différentes douleurs. Lorsque survient les saignements, on met en place des mesures pour arrêter ces saignements-là et puis permettre à l'organisme de reprendre son droit sur le virus. Alors, vous avez parlé à l'entame de 7 cas déjà déclarés au niveau de la Côte d'Ivoire, dont 3 cas assez graves. Qu'est-ce à dire? Que ces cas-là seront plus sauvés? Comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui se traite. Et les personnes ont été traitées. Et ça évolue bien. Le pronostic vital n'est pas engagé. Non. Dieu merci. Alors, existe-t-il des mesures de prévention? Parce que c'est là où les téléspectateurs nous attendent, docteur. Oui, il existe fort heureusement des mesures de prévention. Il existe 2 grandes mesures. Il y a les mesures dites pharmaceutiques. Il s'agit du vaccin. Mais il y a un vaccin pour cette maladie qui existe. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt, madame. Le vaccin existe, et il est efficace, mais pour des problèmes techniques liés au vaccin lui-même, il n'est pas disponible partout, surtout chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a que ce vaccin-là, pour l'instant, on n'est pas sûr de son efficacité à tous les âges. Il y a pour certaines tranches d'âge où il est très efficace. Lesquelles? Quelles tranches? Je n'ai pas les tranches, je m'appelle spécifiquement en tête, mais je pense que c'est entre 29 et 49, un truc comme ça. Et il a montré son efficacité, mais en dehors de cette tranche-là. Entre 29 et 49 ans, c'est efficace. Je pense bien, mais il faut que mais je pense que c'est, je m'appelle cette tranche d'âge-là. Mais en dehors de cette tranche-là, pour les autres, il y a des problèmes. Et puis, il y a également des risques, c'est-à-dire de développer, je m'appelle d'autres maladies lorsqu'on le fait. Mais pour l'instant, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour que tous ces problèmes-là puissent être réglés afin que le vaccin soit disponible. Mais en dehors de l'utilisation de ce vaccin-là, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique préconise un ensemble de mesures de prévention. Il s'agit de vider les retenues d'eau après chaque pluie, d'assécher les eaux stagnantes, d'éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts, de se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la production de moustiques, c'est-à-dire les casseroles, comme vous avez dit, les canaris, les vieux pneus, de changer tous les 2 jours l'eau des pots de fleurs. Et puis de désherber aux alentours des maisons, de mettre des grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres des maisons, de dormir sous un moustiquaire imprégné d'insecticides et puis de porter des vêtements qui couvrent le corps. Je pense que en observant ces mesures-là, nous éviterons cette maladie. Le moustique tigre, hein, c'est ça, 16h, 18h. 16h, 18h. Donc à ce moment-là, il faut être très actif au niveau des insecticides. La maladie n'est pas contagieuse. Hein. La maladie est transmissible. C'est-à-dire, pour que quelqu'un d'autre développe la maladie, il faudrait que j'ai la maladie, je sois piqué par le moustique et que le moustique aille piquer quelqu'un d'autre. Très bien. Wow. Merci, docteur Chérif Djibril. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, c'est cela, à l'Institut national d'hygiène publique. Vous l'avez constaté? Éventuellement. Allez-y pour terminer. Pour tout contact, pour ceux qui voudraient d'autres informations, ils peuvent appeler le numéro vert du ministère au 143 et puis à l'Institut national d'hygiène publique le 21 25 35 10. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On fait très attention parce qu'il y a 7 cas. Mais les autorités nous rassurent que tout est en train d'être fait. Il y a le pronostic vital des 3 cas graves n'est pas engagé. Si l'on s'en tient à ce que dit sur ce plateau le docteur Chérif Djibril. Merci. Vous avez constaté que le jeudi, tout le conducteur s'articule autour du bien-être, de la santé. Et on va continuer avec cet élément qu'on nous propose maintenant grâce à la maestria de Christelle Akoussa et toute son équipe. Vidéographie, donc tout savoir sur les principaux polluants de l'air. Chaque année, quelques 7 millions de personnes, dont 600 000 enfants de moins de 15 ans, meurent prématurément dans le monde du fait de la pollution de l'air. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses.
Celles-ci pénètrent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang, et peuvent contenir des métaux toxiques. L'ozone est issu de réactions chimiques sous l'effet du soleil, impliquant plusieurs polluants émis dans l'air, comme les oxydes d'azote ou les composés organiques volatiles, hydrocarbures ou solvants. À l'origine des émissions d'ozone, le transport routier, l'agriculture et l'industrie. Gaz puissant et agressif, il réduit la photosynthèse et dans le corps humain entraîne une inflammation des poumons et des bronches. Les oxydes d'azote, monoxyde mais surtout dioxyde d'azote, sont principalement formés lors de la combustion dans les moteurs de voitures ou les centrales électriques. L'industrie émet également dioxyde de soufre, benzène ou encore ammoniac, et métaux lourds, plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure, qui s'accumulent dans l'organisme et peuvent affecter fonctions respiratoires, digestives et système nerveux. Et voilà un élément qui nous plonge en tout cas dans tout ce qui est atmosphère, ce qui pollue l'air et donc nous devrons tous faire attention. Attention donc, nous démarrons pour une petite escale sur les routes avec notre point route. Premier tronçon avec maintenant nos services sur place, c'est du côté du boulevard Lagunaire, au pied de ces magnifiques immeubles qui font la fierté du petit Manhattan, donc Abidjan, voilà, avec le bus qui est à l'heure. Ça, c'est le bus 21 qui va à Trècheville. Et puis, voilà, les deux voitures, ces personnes à voir à Cocody. Donc, je pense que pour le moment, ça va, le trafic est cool. Matin Bonheur fait partie des services d'espionnage, je oui, crois. Oui, on a tous les sons. Et d'autres voies à scruter, mais bon... La recommandation de Marco n'a toujours pas été prise en compte. On va essayer les oiseaux de sont percer, les oiseaux sont pas polis, de percer quand même ce tableau-là pour voir ce qui se passe du côté du boulevard Latrille. Il faut dire à nos téléspectateurs que les caméras, c'est vraiment en hauteur. Donc parfois, il y a des choses de la nature, on se comprend, qui font que bon... On va essayer de tendre la main jusque-là, mais bon, voilà. On verra, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, les Woro sont en train de travailler pour vous mener à vos différents postes de travail, vos lieux de travail. Et donc, ça se passe bien du côté du boulevard Latrille. Nous avons nos dernier tronçon, oui, le général de Gaulle en garde à vous avec toujours un peu de vitesse cette quand même, fine masse nuageuse là qui couvre ce joyau architectural avec un peu de densité au niveau du trafic, avec le tintamarre des fameux taxis et des gros camions. Les gros camions, soit dit en passant, ont provoqué un grave accident très tôt ce matin aux alentours de la Riviera. Voilà, avec une personne dont le pronostic vital est engagé très tôt. Bon, on espère que ça s'est réglé en temps, parce que vers 4 h du matin, gros accident, une voiture en état vraiment grave. Oui. Cela dit, il faut faire attention aussi quand on va vérifier tout sur la voiture, et puis on ne le dira jamais assez, laissez tomber la vitesse parce que c'est dépassé. 6 h 50, Cédric Lombardo est avec nous, mesdames et messieurs. Alix, avec lui, on va aborder quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la gestion toujours durable des zones côtières de Côte d'Ivoire. Le cas d'Abidjan, pour aujourd'hui, on a fait Grand Laou, on a eu Bassam. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les littorales ivoiriens, zone très sensible. Ils abritent une grande partie de la population de Côte d'Ivoire, comme nous l'avons vu avec les cas de Grand Bassam, Grand Laou. Le littoral, ces populations sont soumises au phénomène de l'océan. Elles subissent donc par endroits l'érosion préoccupante. Les vitesses de recul des plages sont importantes et parfois spectaculaires. Oui, et ce côté spectaculaire là nous inquiète. C'est la raison pour laquelle nous avons le bonheur de partager l'expérience de Cédric. Les changements, Cédric, dans le domaine littoral sont rapides. Ça va vite, ça va très vite. D'autres menaces se profilent. C'est ce qui fait peur, avec l'élévation du niveau de l'océan, en raison bien sûr du changement climatique. On ne le dira jamais assez sur ce plateau. Alors, ces risques appellent une réflexion profonde. C'est là où le côté inquisiteur de Cédric intervient. Une réflexion profonde du gouvernement pour adopter les politiques et stratégies afin d'assurer, mesdames et messieurs, une gestion durable des zones côtières. Alors, quels sont les défis du littoral ivoirien? Et voici le thème de notre chronique. Alors, Cédric, première question. On parle de gestion intégrée des zones côtières. Il s'agit de quoi pour nous les nuls en développement durable?
Bonjour Alix, bonjour Marcella. Alors la gestion intégrée des zones côtières, en fait, c'est un outil de gouvernance qui est mis en place, qui est recommandé depuis plusieurs années. Parce que comme vous l'avez dit, il y a déjà 2 émissions de ça, on est sur un environnement où beaucoup de forces se manifestent, les lagunes, les fleuves, l'océan, etc. Et il faut arriver à comprendre à la fois tous ces composantes de l'écosystème, mais il y a aussi l'activité humaine. Et donc on se retrouve sur un milieu qui est très complexe et on essaie de trouver des stratégies de gouvernance et on parle donc de gestion intégrée des zones côtières pour justement être capable d'intégrer toutes ces différentes composantes et mettre en place une stratégie de développement durable sur la façade littorale de chacun des pays. Alors de manière spécifique, comment réagissent les côtes ivoiriennes face à la montée de l'océan ? Alors, on a des profils de côtes qui sont relativement différents sur la Côte d'Ivoire. On vous a préparé une petite animation ce matin pour vous présenter un petit peu la richesse et la diversité donc, du littoral ivoirien. C'est la première animation qu'on va lancer tout de suite. Et sur cette animation, vous allez pouvoir vous rendre compte que le littoral de la Côte d'Ivoire, en fait, est composé en trois principales parties. Donc, on rappelle toujours notre petite planète ronde, la Côte d'Ivoire. On va se diriger maintenant sur le littoral. Et vous voyez complètement à gauche et à l'est, on a une première zone qui est jaune. C'est ce qu'on appelle les zones de haute côte. Et là, vous avez ici 2 principales choses qu'il faut regarder. Tabou d'un côté et puis San Pedro. Et chaque fois que vous verrez ces images satellites, vous verrez qu'on a des espèces de lagunes qui sont en train de se mettre en place. La deuxième zone, ça part de Sassandra jusqu'à Grand Laou. C'est ce qu'on appelle la côte de formation sédimentaire. Là, vous voyez Sassandra avec une magnifique bord de plage. Fresco, qui est aussi un endroit exceptionnel, mais qui est soumis à de très fortes érosions. Et ensuite, là, vous arrivez vraiment sur la 3e zone, ça part de Grand Laou jusqu'à Abidjan. Et là, on est sur des basses côtes sédimentaires. Les lagunes sont extrêmement importantes. Grand Laou, on en a parlé, est mise en danger. Abidjan, en fait, ce sont des îles, si on se rend bien compte. Et alors, ces îles, ça abrite une partie importante de la population. Là, on est à Grand Bassam, encore des lagunes. Et on se dirige maintenant vers la zone de la lagune Abi, où vous avez le parc national Eotilé. Alors, pour faire rapidement, il ne faut pas oublier que Grand Laou, vous avez un site Ramsar avec le parc d'Azani, qui est quand même un joyau architectural, la poésie de Matin Bonheur. Quand on va arriver sur Abidjan, un petit peu plus loin, on va voir le parc du Banco, encore quelque chose d'extrêmement important. On va sur les îles Eotilé. Donc, tout le littoral de la Côte d'Ivoire est composé de joyaux environnementaux et c'est ça aussi qu'on essaie de préserver. Mais attention, une grande partie des populations y vivent et c'est un petit peu ce qui nous embête, comment être sûr de les protéger des enjeux actuels et à venir. Alors, présenté comme ça, le littoral ivoirien est magnifique, on n'a rien envié à Hawaï. On n'a rien envié à Hawaï et Miami, tout ça. Alors, quelles sont les actions concrètes que l'on observe pour protéger ce joyau architectural du littoral ivoirien? Et quelles sont les avancées? Alors, on a plusieurs projets qui sont mis en place. Alors, on a des choses qui sont directement pilotées par le gouvernement. Quand on voit par exemple le cas de Grand Bassam, c'est quelque chose dont on a une conscience depuis tellement longtemps qu'il y a vraiment des actions qui ont été mises en place de manière autonome par le gouvernement et ça suit son cours. Mais le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Ça, c'est la voyez, il nous appelle tout de suite. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs partenaires internationaux aussi s'associent à cette démarche. Donc, par exemple, on a un projet qui est le projet WACA. Et ce projet WACA est piloté par la Banque mondiale sur toute la côte ouest africaine. Et Grand Laou, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le hotspot, le point chaud piloté par WACA. Mais naturellement, WACA va s'adresser à d'autres zones du littoral. Et parmi nos autres partenaires internationaux, on a l'USAID. Donc là, c'est l'aide internationale qui nous vient des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le don du peuple américain, et eux s'intéressent particulièrement à la zone de Fresco. Donc si on regarde bien, on a ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds. Parfois le gouvernement est tout seul, mais il mène l'action. Parfois on a le soutien des partenaires internationaux, et c'est cet équilibre un petit peu qu'on essaie de mettre en avant. Alors, concrètement. Cédric, revenons aux causes. Il y a déjà une chose que l'on observe, c'est le phénomène des marées. Oui. Et chaque jour, on voit le niveau de la mer qui augmente et qui descend. Voilà, cet effet yo-yo-là, comment l'expliquer? Alors, en fait, c'est la deuxième animation qu'on vous a préparée pour ce matin. Il faut comprendre qu'on est sur des phénomènes de gravitation, parce que vous l'avez vu, on a le Soleil, on a la Terre. Et donc, ce qu'on va vous montrer assez rapidement, c'est que lorsque vous avez la Lune et lorsque vous avez le Soleil qui sont dans le même alignement que la Terre, vous allez avoir une force de gravitation, c'est-à-dire que ces deux éléments, Lune, Soleil, vont aspirer, entre guillemets, la Terre, et vous allez assister à un phénomène d'élévation naturelle de l'océan. Donc,
C'est un peu ce qu'on essaie de vous montrer en ce moment. On voit que l'océan est en train de monter, donc en fait c'est ce qui fait les marées hautes. Et les marées hautes, on les observe aussi bien en espace maritime qu'on les observe dans la lagune, puisque la lagune est connectée à l'océan. Mais parfois, vous avez aussi d'autres marées qui sont hautes, et ça c'est simplement quand la Lune est toute seule. Donc quand vous n'avez pas de pression de la part de la Lune, on va se retrouver en marée basse, et avec après un certain rythme qui se met en place, lorsqu'on a la Lune, le Soleil ou la Lune tout court, on aura des marées plus ou moins hautes ou plus ou moins basses. Est-ce que les différentes saisons ne participent pas elles aussi au phénomène des marées? Oui, vous avez entièrement raison, parce qu'on se rend bien compte que quand on est quand on est en saison des pluies, on a toujours une mer qui est très très avancée par rapport au bord de plage, alors que quand on se retrouve à marée basse, la mer a plutôt tendance à se reculer. Alors si vous arrivez à Abidjan à Noël, j'ai envie de dire, en marée basse, vous vous dites mais ils ont des mètres de plage devant eux. Oui, mais si vous venez en plein mois de juillet à marée haute, vous allez vous rendre compte que la mer est vraiment très très proche maintenant des habitations. Et le phénomène érosif est la menace la mieux connue par les populations du littoral. Comment se passe ce phénomène-là concrètement? Alors concrètement, il faut comprendre qu'on a deux types d'érosion qui se mettent en place. Donc on vous a préparé deux petites animations pour compléter ça. C'est ce qu'on appelle l'érosion de la plage sous-marine, parce qu'il faut comprendre comment est-ce qu'elle avance. Et là, c'est la première chose qu'on va vous présenter. Vous voyez, là, on est en pleine saison sèche, on est à marée basse. Vous voyez sur la photo des zones qui sont un petit peu des zones sableuses. Et entre le sable, vous allez voir cette grande ligne bleue. Vous devez vous imaginer qu'en fait, la mer, quand les vagues viennent pour frapper, elles frappent sur le littoral et puis forcément, elles vont se retirer, ce qu'on appelle les vagues de retour. Et quand elles vont se retirer, elles vont gratter un petit peu le sable. Donc, vous devez imaginer que nous avons tout un ensemble de petits ravins qui sont comme ça au bord de l'océan. Et ces ravins se répètent indéfiniment. Mais quand la mer se retire, vous voyez, vous avez plein de sable qu'on voit bien. Donc, elle soulève le sable, elle le bouge, elle le retire, elle l'amène jusque de l'autre côté de la barre. Regardez derrière la vague, vous voyez un petit peu maintenant les petits nuages sous-marins de sable. Et regardez, le phénomène est devant vous. Vous avez un grand ravin central et que fait la mer? Elle récupère ce sable par en dessous. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle creuse progressivement par en dessous pour être capable de s'avancer vers le bord des plages. Wow. Ça, c'est ce qu'on voit le plus difficilement. Il faut vraiment des conditions environnementales particulières pour l'observer. Mais une fois qu'elle a réussi à avancer, on a maintenant l'érosion des plages. C'est la deuxième animation sur ce sujet qu'on vous a préparé pour ce matin. Et on va se rendre compte qu'on a des falaises érosives qui se mettent en place. Donc là, c'est la deuxième vidéo. Vous vous rendez compte sur l'érosion des plages que une fois que la mer a réussi à avancer, là on est en saison des pluies, regardez à gauche de l'écran, vous voyez un petit peu ce qu'on appelle nous des falaises érosives. La mer vient tout doucement, elle frappe, elle prend un petit peu de sable, elle va reculer. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Parce qu'une fois que cette puissance est mise en œuvre, c'est terminé pour nous. Vous voyez bien ici la vague qui s'avance, elle se met en place, elle ramasse le sable et elle va l'emmener loin, loin, loin derrière elle. Et si vous regardez bien, on va vous faire une petite vue aérienne. Voilà, regardez à quelle quantité d'avancée nous pouvons assister simplement en saison des pluies. C'est exactement ça. Merci beaucoup Cédric, de quoi alerter tout le monde. Absolument. Heureusement qu'il y a des solutions qui arrivent. On va les ébaucher sûrement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric. Passez une très bonne journée. Petite réclame et à tout de suite. Merci de suivre l'actualité internationale, à commencer par l'Angleterre. Les députés britanniques ont rejeté d'extrême justesse l'option d'un Brexit sans accord. Hier, 312 députés ont voté contre cette possibilité, tandis que 308 ont voté pour à la Chambre des communes. Ce vote ouvre maintenant la voie à une demande de report de la date de sortie de l'Union européenne. Et selon Emmanuel Macron, l'accord de retrait n'est pas négociable. On écoute le président français. L'accord de retrait n'est pas négociable. Et donc, si les Britanniques demandent un nouveau délai, cela peut être un délai technique pour mettre en œuvre une sortie. À ce moment-là, il appartiendra d'observer cette demande et notre négociateur aura à s'exprimer. Mais si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pourquoi en faire, et en particulier qu'il apporte quelque chose, et donc que ce ne soit pas pour renégocier un accord que nous avons déjà négocié pendant de nombreux mois, dont nous avons dit qu'il n'était plus négociable et dont nous avons constaté à multiples reprises qu'il ne donnait pas lieu à une majorité positive au Parlement britannique. Voilà ce que je peux vous dire. La solution à l'impasse actuelle, elle est à Londres. L'Europe doit continuer à avancer. Les citoyens européens dans les 27 autres pays, eux, ont décidé de rester dans l'Europe, d'avancer, de faire. Et donc,
Nous ne devons pas perdre de temps parce que le monde, lui, ne nous attend pas. Au Brésil, 2 assaillants ont tué par balle 6 personnes avant de se suicider hier matin dans une école de Suzano, une localité proche de la métropole de São Paulo. Selon la chaîne de télévision Global News, 5 enfants et un employé de l'établissement ont péri, tandis que 2 adolescents auraient tiré à l'intérieur de l'école avant de se donner la mort. Aux États-Unis, force note d'examen, force qualification sportive, force photo, pot de vin à des responsables d'université. Le procureur fédéral du Massachusetts, Andrew Lenin, annonce l'ouverture de poursuites dans le cadre de la plus grande arc d'admission à l'université jamais poursuivie par le ministère de la Justice. Parmi les 50 accusés figurent la star de la série Desperate Housewives, Felicity Huffman. Le compost fait de plus en plus d'adeptes, notamment dans les villes où se développent les lombricomposteurs. Des boîtes ou des verres digèrent la matière. Catherine, elle, en élève plusieurs centaines de millions sous ses bâches et vend cet engrais naturel en parallèle de son activité agricole. Regardez. Ces petites bêtes, Catherine Chevalier les bichonne. Sous ces bâches travaillent en silence 500 millions d'ouvriers de l'ombre des vers à compost. Elle ne les connaît pas tous par leur nom, mais présente les 2 espèces, Eisenia fetidia, Eisenia andrei et leurs petits, contenus dans cette capsule gélatineuse. Quand ils naissent, ils sont transparents. Pendant 9 mois, ces lombrics vont se nourrir et transformer en engrais des rangées de fumier qui mesurent 1 mètre de haut en début de saison. Ce qui va ressortir du tube digestif du ver est ce qu'on appelle le lombricompost, un engrais, donc un amendement organique pour nourrir tout type de culture, des plantes, des arbres, le gazon, les plantes d'intérieur, d'extérieur. On en met même dans les aquariums pour les plantes aquatiques. La matière première, la voilà, de la bouse de vache produite par les quelques bêtes de la ferme. Un élevage à taille humaine avec des animaux nourris au naturel, paille d'orge, foin et pulpe de betterave. C'est ici que tout commence. Donc le fumier est confectionné par les vaches, entre guillemets, et après on va le ramasser et le stocker afin qu'il se décompose. Notre élevage de 15 vaches produit environ 150 à 200 tonnes de fumier par an. La tante de Catherine a eu l'idée en 1985 de diversifier les activités de la ferme familiale en utilisant le fumier. Mais à l'époque, les engrais chimiques ont la cote et les agriculteurs bien du mal à écouler leur compost. Aujourd'hui, les clients sont là, comme ce paysagiste, le potager du château de Versailles ou les collectivités locales qui font le pari d'espaces verts sans produits phytosanitaires. Avant, on avait affaire à des jardiniers d'un certain âge qui avaient de l'expérience et maintenant on a beaucoup de jeunes qui se lancent, qui veulent utiliser du naturel. Sur la quinzaine d'exploitants lombricoles estimés en France, Catherine est la plus proche de Paris. Avec les lombricomposteurs ménagers chez les particuliers, elle voit arriver de nouveaux clients pour l'achat des vers vivants. En attendant, son or noir du Vexin lui permet de vivre sans excès, mais avec le sourire. Du sport football, 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Le FC Barcelone a corrigé hier l'Olympique lyonnais 5-1, dont un doublé de Lionel Messi. Les Lyonnais ont dominé presque tout le match. Les Lyonnais dominés presque tout le match sont logiquement éliminés. Voilà la vraie version. Liverpool jouera donc les quarts de finale de la Ligue européenne des champions après sa victoire obtenue sur le terrain du Bayern Munich hier également. 3-1. Le Sénégalais Sadio Mané a de nouveau fait la différence en trompant Manuel Neuer à 2 reprises. Le tirage au sort pour les quarts de finale aura lieu demain vendredi. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous, monsieur Régis Kofi. On vous souhaite un très bon début de matinée et une très belle journée. Restez sur RT1 Info aussi avec Régis et puis toute l'équipe de la rédaction. Vous avez conférence de rédaction tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. On salue toute la famille de l'information. Il est 7h07, mesdames et messieurs, avec le dernier couloir de la matinale. Docteur Djibril Madi est avec nous. Nous allons parler donc de complications
obstétricale des accouchements en Afrique subsaharienne relativement aux filles très très jeunes, c'est-à-dire l'âge choisi aujourd'hui, c'est de 10 à 18 ans. C'est cela, docteur? Oui, on va parler un peu de ces difficultés-là. Parfois, il y a des mariages précoces, des grossesses précoces également, des mariages forcés. On l'a évoqué de façon magistrale avec le juge Laurugnon le mardi dernier. Dans ce prolongement-là, on va parler de ce qui survient quand la fille se marie très tôt ou quand elle a des accouchements très tôt. Ça peut provoquer ce qu'on appelle en médecine la dystocie, le contraire de l'eutocie où la grossesse se passe très bien. Donc, tous ces détails très précis avec Dr Djibril Madi. Mais vous le savez, pour rester encore dans la précision, un élément explicatif. À tout à l'heure. Les complications obstétricales des accouchements en Afrique subsaharienne prennent des proportions inquiétantes. L'une des causes les plus répandues reste les rapports sexuels précoces et les grossesses des filles mineures. Les avis des populations sur la question sont divers et variés. Scientifiquement, est-ce qu'il y a un problème réel sur la santé des enfants mineurs qui pratiquent le rapport sexuel avant l'âge? Moi, honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre des femmes, des jeunes filles qui accouchent autour de 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est vrai que c'est des cas isolés, mais de plus en plus, nos filles, même dans la population, ont beaucoup de rapports sexuels avant l'âge de 18 ans. Cela peut engendrer une déchirure au niveau de son sexe génital. Ça peut envoyer les maladies aussi transmissibles. Les pratiques un peu plus tôt des rapports sexuels au niveau des jeunes filles, ça crée d'abord des infections. Voilà. Lorsqu'une fille pratique les rapports sexuels un peu plus tôt, elle a des infections, pas dues à la propriété, mais elle a des infections internes. Ça peut provoquer aussi les kystes et on peut dire la durée des infections qui ne sont pas traitées conduit à le cancer du col de l'utérus. Moi-même, j'ai subi ce cas. Quand j'étais à Saint-Fra, mon petit frère sortait avec ma petite de rien. Donc quand je suis venu la chercher en vacances pour l'envoyer à Daloa, j'ai vu qu'elle était fatiguée, elle avait un ventre ballonné. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à rencontrer tout. Et je suis allé à l'hôpital, j'ai vu que c'était vrai. Mais ça finit. Mais néanmoins, je peux dire qu'il ne faut plus, elles vont recommencer. Il faut dire que ça entraîne beaucoup de malformations au niveau du physique de la jeune fille. Chez moi, les mineurs, tu commences les rapports sexuels vite, c'est pas normal parce que plus tard, elles seront malades et puis dans l'avenir, elles peuvent être stériles. Donc pour éviter ça, elles doivent attendre d'abord leur âge avant de commencer. Ces jeunes filles-là sont exposées à de nombreux vices, tels qu'une malformation physiologique. C'est assez dangereux. C'est assez dangereux sur le plan sanitaire. Parce qu'en fait, l'enfant lui-même, la fille en tant que telle, elle ne connaît même pas de quoi il s'agit. Donc, si vous voulez, elle est surprise. Et dans cette surprise-là, ça peut entraîner des maladies assez graves. Vivement les éclairages de l'expert sur la question. Exactement, et l'expert est avec nous en la personne du docteur Madi Djibril. Bonjour docteur. Bonjour Alix. On précise que vous êtes gynécologue accoucheur. C'est ça. Et bienvenue. Merci. C'est ma maison, c'est ma maison. Exactement. Donc je reviens encore. Mais ce que je retrouve une tête, l'autre tête, je ne sais pas ce qu'elle devient. Bon, bref. En tout cas, enchanté de vous rencontrer sur ce plateau de Matin de Bonheur. Merci. On a parlé précisément du cas de la dystocie. Dystocie, c'est quoi la dystocie La dystocie, vous savez, c'est comme la difficulté. Et dystocie veut dire un accouchement difficile. Vous comprenez, un accouchement très difficile, malheureusement qui est très fréquent, surtout chez la jeune fille qui s'est mariée de façon précoce. Les conséquences sont graves, comme l'a dit le micro-trottoir. Difficilement, ces femmes-là arrivent vraiment à ne pas concevoir plus tard. Voilà le problème. Voilà. Alors, cet accouchement, comment ça se passe? En fait, comme l'élément mardi dernier, en fait, elles sont immatures. Vous voyez, l'enfant, en principe, a fini de faire son ossification vers l'âge de 17-18 ans. Alors, on parle de la femme, là. Voilà, de la femme, de la jeune fille. Vous comprenez que son bassin n'est pas encore bien formé. Et elle est encore ignorante même des phénomènes qui vont se passer. C'est-à-dire quel phénomène? Mais
Un accouchement, ça se prépare dans la tête. Oh, absolument. Vous comprenez? Ah oui. Ça se passe dans la tête, mais ça se passe aussi dans le corps. Vous comprenez? Il y a plusieurs mécanismes qui se passent. D'abord, le mécanisme au niveau du fœtus et le mécanisme au niveau de l'utérus lui-même. Donc, il y a 3 éléments. La mère elle-même, l'utérus lui-même et le bébé. Et sans oublier les annexes, c'est-à-dire que le placenta, les ovaires, tout ça rentre dans la dynamique de l'accouchement. C'est un monde nouveau pour elle. Non, et comment? Mais c'est même un monde nouveau pour sa constitution biologique et sa constitution physiologique. Ça devient nouveau, vous comprenez? Et là, il faut qu'elle puisse faire face à ces problèmes-là. Voilà. Et le premier problème qui se passe, c'est qu'il faut que l'enfant grandisse. Or, l'enfant, en grandissant, grandit dans un milieu immature. Parce que l'enfant, lui, s'en fout, hein? Il grandit. Et les fibres de l'utérus de la jeune fille ne sont pas encore bien formées. Vous comprenez? Parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est jeune. Le vagin également aussi n'est pas bien formé. Il est jeune aussi. Et comment? Mais il est jeune, non pas pour recevoir, mais il est jeune pour pouvoir... D'âge. Ouais. Non, attention. Hein, parce que si elle allait avec quelqu'un, mon ami, c'est qu'elle a encore autre chose. Hein, parce que, oui, mais parce qu'elle s'est mariée avec... Non, parce qu'elle s'est mariée à des personnes qui sont plus âgées qu'elle. C'est ça, moi j'ai vu quand j'étais en formation, j'ai vu des chefs traditionnels ou bien des chefs coutumiers ou bien des chefs religieux, des chefs cantons, à qui on donne des enfants de 12 ans ou bien carrément, elles servent de monnaie d'échange. Comment ça? Vous savez comment ça se passe? Mais ils donnent un bœuf, ils prêtent le bœuf. Si tu n'es pas capable de pouvoir rembourser ce bœuf-là, alors tu me donnes ta fille. En mariage. C'est la raison pour laquelle on a évoqué mardi dernier. Voilà. Ça, c'était sur le volet juridique. On a bien su qu'il y a des recours aussi pour arrêter et stopper ce genre de manifestations-là. Oui. Alors, la dystocie, il y en a combien de types? Comment ça se manifeste? Il y en a 2 types. Il y a la dystocie mécanique et il y a la dystocie dynamique. C'est 2 phénomènes. Mais souvent, les 2 sont imbriqués. Les 2 sont imbriqués. On va expliquer. Alors, la dystocie dynamique concerne l'utérus et le col de l'utérus et le col de l'utérus. C'est 2 choses différentes. Le col de l'utérus, c'est le contenant. Et le col de l'utérus, c'est celui qui doit faire sortir l'enfant. Vous comprenez un peu? Donc, le contenant, l'utérus lui-même, il faut qu'il se mette en marche. Il faut qu'il puisse faire sortir le bébé par des contractions. Vous voyez, pour pouvoir chasser l'enfant. Et pour pouvoir, en chassant l'enfant vers le col, il faut que le col qui est là, qui est la porte, doit s'ouvrir. Alors, il y a un phénomène tel que, soit que l'intensité même, c'est-à-dire le col même n'est pas assez solide pour pouvoir pousser l'enfant. Donc, il y a une dystocie de démarrage. Ensuite, le col lui-même, il est têtu, il ne veut pas s'ouvrir. Il y a une dystocie cervicale. Vous comprenez? Il y a même une agglutination. Parfois, c'est fermé même. Parce que? Parce que, mais elle est immature. C'est clair. Elle n'est pas constituée. C'est pas comme ça. Et puis, vous comprenez, les jeunes filles, ils ont un poids. Elles ont son poids à combien? Peut-être si elle a trop pesé, peut-être c'est 30 kilos, voire 60. Trop. Tu es petit poids. Tu vois sa taille. Le poids, la taille, son âge. Même si on a coupé un peu, âge, parce qu'il y a des gens qui coupent bien, on a coupé, il y a beaucoup qui coupent l'âge. Donc on parle d'âge biologique. C'est pourquoi quand les femmes arrivent, on prend leur poids, leur taille et leur âge biologique. C'est très important dans l'accouchement. Mais dans ce genre de situation-là, c'est que, évidemment, le poids est bas, la taille, elles ne sont pas grandes de taille, et puis voilà. Et donc, ça, ce sont les 2 types. Hein, oui. Ça, c'est la dynamique. Ça, c'est la dynamique, ça. Maintenant, la mécanique. La mécanique, c'est tout ce qui fait obstacle à la sortie du bébé. Vous comprenez? Il faut avoir la clé. Si ça ne s'ouvre pas, ce n'est pas possible. Il y a une clé qui ferme la porte, c'est quoi? C'est surtout le placenta. Le placenta. Ce placenta qui est l'élément nourricier, en tout cas entre la mère et l'enfant. Le placenta peut être un placenta prévial, c'est-à-dire un placenta qui se met en avant. Donc, tu ne peux pas accoucher. Il y a les kystes, gros kystes ovariens. Bon, c'est rare chez la jeune fille, c'est rare. Mais moi, j'ai trouvé des kystes ovariens, mais chez des jeunes filles. Hein. C'est rare. De quel âge? De 15 ans. Wow. Et volumineux. Aïe. Ensuite, donc il y a les kystes ovariens. Et puis bon, il y a ce qu'on appelle les fibromes, mais c'est rare de trouver des fibromes chez des jeunes filles. Mais voilà, en tout cas, ce qui est l'obstacle, c'est surtout le placenta et le gros kyste ovarien. Voilà. C'est ce qui fait obstacle. Wow. Les causes, les raisons, Alix? Non, les signes cliniques, en fait, c'est que, écoute, une jeune fille qui vient se marier, les signes cliniques, vous voyez, j'ai vu des signes cliniques que je n'ai jamais rencontrés. Un des signes cliniques, c'est qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au cours de l'accouchement, avant même qu'elle accouche,
avant qu'elle accouche, on leur dit, la coutume leur dit, tu ne vas pas crier. On m'a dit ça aussi. Tu ne cries pas. Si tu cries, ça fait un déshonneur pour la famille. Donc, tu ne sauras pas, le médecin ne saura pas l'intensité de la douleur qu'elle est en train de vivre. C'est grave, hein? Il arrive parfois même où la mère rentre pour dire que si jamais tu me déshonores, tu vas me déshonorer, même ton papa va me chasser. Il y a des menaces. Ah bon? Oui! Ça existe en 2019 là? J'ai vu ça au nord. Non, on ne va pas attendre. Non, vous avez vu ça ça d'un pays étranger. D'un pays étranger. C'est un pays au nord d'un pays étranger. Au nord d'un pays étranger. Il y a des cultures aussi comme ça. Voilà, il y a des cultures comme ça, vous comprenez? On leur dit non, il ne faut pas crier. Deuxièmement, on leur dit ceci, écoute, si tu accouches là, voilà ce que tu vas devenir. Donc il y a une promesse qui est attachée à cela. Wow. La manipulation. Ah ouais, c'est ça, la pure manipulation. Vous comprenez? Donc, en dehors donc, de ce contexte, je ne sais pas moi, au cours de l'accouchement, il y a aussi, on appelle ça la radiopelvimétrie. C'est-à-dire on essaie de calculer le bassin de la jeune fille, tu vois, par la radio, tout ça. On essaie de calculer cela. Mais en fait, déjà même avant de calculer, tu sais déjà que le médecin sait déjà que cette jeune fille-là ne pourra pas accoucher par voie basse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas accoucher par voie basse. Vous comprenez? Elle ne peut pas accoucher par voie basse. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'indice de Magnin qui permet de pouvoir calculer pour voir le pronostic d'accouchement, si elle doit accoucher par voie basse. Mais déjà même avec le poids, l'âge et la taille, ça suffit déjà pour dire que cette jeune fille ne peut pas accoucher par voie basse. Une fille de 11 ans, 12 ans. Il y a des conséquences pour la maman et pour l'enfant. Et pour l'enfant aussi. Mais pour la maman, c'est quoi? En bas là-bas, mais il y a une dynamique. Le vagin, l'utérus, les lèvres, petites lèvres, tout ça là, c'est impliqué dedans, mon ami. C'est impliqué, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Mais l'enfant doit sortir, il y a le contenant. D'accord. Là, le contenant. L'enfant, il y a des contractions utérines. Et ça doit, mais c'est intense. Les fibres vont se distendre. Donc, il y a une conséquence qui est là, c'est la rupture de l'utérus. Et qui dit rupture de l'utérus, elle n'est pas préparée à tout ça. Elle n'est pas préparée à tout ça. Elle est encore très jeune, au sens les conséquences sont très graves. Sont très graves. Pour l'enfant, c'est sûr que quand il y a une rupture utérine, l'enfant meurt. Oh là là. C'est sûr, oui. Quand il y a une rupture utérine, l'enfant meurt. Et j'ai vu des cas comme ça. J'ai vu des cas comme ça. Où on dit à la mère, écoute, il faut confesser que, à l'âge de 12-13 ans, il faut confesser si tu as couché avec quelqu'un, tu as été infidèle. Si tu ne peux pas coucher par voie basse, c'est que tu as été infidèle. Donc on lui dit de confesser. Je n'ai pas dit le peuple, hein, mais il lui dit de confesser. Impossible. Cela est dû à son jeune âge. Oui, c'est dû à son jeune âge. Et elle est obligée de dire que oui, je suis allé chez Tartapillon. Et qui est Tartapillon, on ne le connaît jamais. Mais oui, puisqu'elle a inventé. Voilà, elle a inventé. Ici, chez les bêtises, on dirait GoPro. On te met un GoPro. Et si tu tombes, mon ami, tu comprends un peu ce que j'ai dit? Donc, c'est des épreuves que les femmes subissent, malheureusement. Tu comprends qu'un enfant qui est en présentation transversale, ça dit quoi? Il doit coucher la tête à gauche. Oui. Tu lui dis, une jeune fille qui a un utérus peut-être difforme, et qui est en train d'accoucher, c'est pas normal. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas normal. Voilà. Donc voilà les conséquences chez la jeune fille, et chez l'enfant. Soit la mort de l'enfant, soit la mort de la maman, soit les deux. Ah, donc le pronostic, à ce stade-là, dans ces conditions, le pronostic vital des deux est engagé tout de suite. Qu'importe. Oui. C'est pourquoi je demande, même vous voyez, dans les maternités rurales, tout ça, je demande vraiment qu'ils aient beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. S'il n'y a pas un centre médical, il n'y a pas un bloc opératoire, qu'on fasse tout pour que la jeune fille puisse accoucher dans un centre médico-chirurgical. C'est important. Docteur, il y a une question qui vient qui est intéressante, mais ça implique un peuple. Et nous, à Matin Bonheur, on ne veut pas stigmatiser. C'est ça, oui. Mais on va dire ça de façon globale. Est-ce que c'est vrai que certaines accoucheuses ont reçu des instructions par rapport à un certain peuple qui accouche sans crier, tout ce que vous avez dit? Oui. Ah, d'accord. Oui, je vous dis. J'étais même j'étais pas victime, mais j'ai vu ça. Et ça m'a surpris. Récemment, au CHU, il y a un professeur, une équipe de la RTI allait faire un documentaire là-bas, et un professeur au CHU qui a corroboré cette dit-là. Oui, mais je vous dis que je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois qu'il est bon, comme l'a dit le procureur, qu'on pas intenter un procès, mais vraiment interdit cela.
Et en amont, oui, voilà, interdit les mariages. Docteur, ou bien carrément. L'intégrité physique féminine doit accueillir une grossesse à quel âge, selon vous, médecins, avec votre expérience là, à quel âge, attendez, j'ai pas fini, à quel âge une femme doit être enceinte et où il n'y a pas de risque de dystocie? 18 ans. À partir de l'âge de 18 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu as 18 ans que la dystocie peut survenir chez toutes les femmes. Hein. Mais le risque est vraiment plus élevé. Le risque est très élevé quand elles sont précocement mariées. Voilà. Qu'elles tombent enceintes précocement. Voilà. Parce que tu peux te marier puis tu ne peux pas tomber enceinte. Voilà. Voilà. Donc c'est le risque, ça. Voilà. Et malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de... Je vous dis vraiment qu'un jour, je vais vous faire mon témoignage, le témoignage, mais la fille, elle s'est cachée pour ne pas venir. Parce que je lui ai dit qu'on va faire une césarienne. Elle ne veut pas. Parce qu'on lui dit que la césarienne est une malédiction. Si tu n'accouches pas par voix basse, c'est que tu n'es pas une femme. Je connais même des intellectuels qui réfléchissent comme ça. Comment? Des intellectuels même réfléchissent comme ça. Oui, parce qu'on a tendance à stigmatiser les femmes qui ont accouché par césarienne, comme quoi ce ne sont pas des femmes complètes, elles manquent de beaucoup de choses. Pourtant, nous sommes mères au même titre. Paresseuses. Voilà. Alors que chacun a sa douleur, la sa physiologie même des fois ne permet pas d'accoucher par voie basse. Donc, il y a des pathologies qui ne permettent même pas. Il faut prendre les meilleures décisions pour sa vie et pour la vie de l'enfant. Et pour la vie de l'enfant. Et puis, une césarienne, tu peux faire 5 césariennes. Oui, pourvu que la technique opératoire soit bonne, puis tu fais 5 césariennes. Ça aussi, c'est un autre débat aussi, la technique opératoire. La technique opératoire, et puis de l'opérateur lui-même. L'expérience de l'opérateur, c'est important. Alors, docteur, puisque c'est la vie, ça fait partie de la vie, quand ça arrive, quelles sont les précautionneuses, si on peut s'exprimer ici, pour ne pas que ça arrive à la dystocie? Alors, le médecin lui-même, il doit prévenir les parents pour leur dire que nous partons pour une césarienne, pour qu'ils prennent les dispositions pécuniaires. 2, et dit aux parents que l'enfant doit accoucher dans un centre médico-chirurgical. Préparer et dit à la jeune fille qu'il n'y a pas de conséquences. Au contraire, il est mieux pour toi que ça se passe ainsi. Vous voyez? Parce que c'est la peur, ça. Vous voyez? Et lui dit quels sont les intrants. C'est-à-dire que tu rentres au bloc opératoire, voilà ce qu'on va te faire, voilà ce qu'on va te faire, voilà ce qu'on va te faire. On va t'endormir, tout ça. Ça, c'est important. Ça la rassure. Psychologiquement. Psychologiquement, parce qu'elle s'est dit que c'est une demi-mort. Quand on t'endort, c'est une demi-mort. Est-ce que je vais me réveiller? Maintenant, on a des anesthésies bien localisées. Oui, mais ils ne savent pas ça. Ils savent pas ça. Même jusqu'à présent, les gens ne savent pas qu'on peut faire une péridurale et puis discuter ensemble. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des jeunes filles qui ne savent pas ça. Voilà. Donc, rassurer la dame. Et même lui donner des photos de certaines personnes qu'on a césarisées. Voilà les photos, voilà les mêmes qui sont... Et même moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai même des numéros de portable de certaines patientes qui ont accouché par césarienne. Et j'appelle la personne. Et l'autre personne appelle. Voilà. Et j'appelle. Et puis je les mets en contact avec la jeune fille. Et puis elle est oui, effectivement, le docteur m'a opéré. J'avais 14 ans, il m'a opéré et l'enfant est vivant. Il dit, bon, est-ce que l'enfant est là? Elle dit oui. Il dit, pince l'enfant. Et puis l'enfant m'a crié. Il a entendu. Parce qu'elle peut me dire que c'est une mise en scène. C'est comme ça. C'est pourquoi mon portail est tout rempli pour les dames. Je les appelle toujours. J'appelle le mari pour leur dire qu'il faut qu'on fasse une césarienne. Mais en amont, franchement, il faut toujours parler. Oui, il faut toujours parler. Il faut dédramatiser ça. Oui. Vous voyez, il faut sensibiliser. Sur le fait que les filles, il faut les laisser leur place à l'école jusqu'à un certain âge. Franchement, et les garçons aussi, c'est à l'école leur place aussi, non? Ils ont les deux se rencontrent là-bas, non? Oui, c'est vrai, mais je veux dire... Mais pour les études d'abord. Les études, et puis le mariage forcé, tout ça, à un certain âge, c'est vraiment... C'est dangereux, c'est dangereux. La carrière et il y a une pathologie qui est en Côte d'Ivoire, ce sont les fistules. C'est des conséquences fistules obstétricales. Mais il y a une dame qui a gardé sa fistule depuis l'âge de 12 ans. Où elle a accouché, et elle a gardé la fistule jusqu'à l'âge de 45 ans. Parce qu'elle avait honte d'en parler. On imagine. Il y a une fistule vésico-vaginale. C'est-à-dire qu'il y a un trou entre la vessie et le vagin. Et il peut y avoir aussi un trou entre l'utérus et le rectum. Donc, une fistule recto-utéro-vésicale. Et cette dame, elle est isolée? Oui, elle fait caca dans son vagin. Elle va au besoin. Elle va au besoin. Bon, excuse-moi. Le docteur m'a dit, est de retour sur RTI. Il est authentique. Mais des fois, il faut expliquer ça. Non, c'est celui de Boribana. J'ai un ami à Boribana. J'ai un ami à Boribana. Yacouba Sila. J'ai un gros nom, mais... quand je parle, il est obligé de me demander Ikodi. Je dis non, c'est pas ça, mon ami.
J'ai dit, ça veut dire que ta femme là, il y a tout qui est entre... Il y a un orifice, je préfère. On va pas tout dire concernant la vie de monsieur Silla. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie au contraire. Merci, docteur. On vous souhaite la bonne santé, mesdames et messieurs. On va conclure là comme ça. Oui. Et puis éviter les mariages très bonne journée sur RT1. Que la santé soit avec nous tous. Merci. Bonne journée. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup.